Bonsoir. Merci donc de votre participation ce soir à ce nouveau webinaire fait par notre URPS ML sur un sujet qui est le groupement d'employeurs. Et tout d'abord, avant de ça, on va présenter nos orateurs de ce soir. Donc, Quentin. Bonsoir, Quentin Boyer, donc médecin généraliste et donc secrétaire de l'URPS, médecins libéraux Hauts-de-France. Bertrand. Oui, donc je suis Bertrand Demery, je suis médecin généraliste et trésorier du RPS Médecins Libéraux, et lui-même employeur au sein de sa CPTS. Et nous sommes accompagnés donc de Karine, je vous laisse le soin de vous présenter. Bonsoir à tous, donc je suis Karine Retière du groupement employeur santé service et donc moi au niveau du groupement je suis responsable communication, partenariat et services. Merci. Donc pour des raisons logistiques, donc on va essayer de tenir 1 heure sur ce webinaire. Vous avez donc un chat, donc tout en bas à droite où vous pouvez cliquer et donc poser vos questions. On essaye d'y répondre donc au fur et à mesure et on prendra un temps après ce webinaire pour répondre donc également oralement aux questions qui n'auront pas été abordées durant ce webinaire. Diapositive suivante. Et donc le GE, qu'est-ce que c'est? Donc groupement d'employeurs, c'est un projet qui existe depuis très longue date au niveau de l'URPS. C'est une réflexion qui a abouti donc depuis environ 2 ans maintenant. Vraiment, on s'est dit on va y aller, on va faire ce GE, d'autant qu'il y avait un besoin, en particulier dans les exercices coordonnés, et plus particulièrement pour les CPTS, d'avoir une aide. Mais ce GE, vous allez le voir, peut également être, donc, comment dire, être pour beaucoup d'employés donc de nos structures. C'est donc, on y avait réfléchi, on s'est dit on va le faire au niveau de l'URPS des Hauts-de-France et puis en vérité on a mutualisé avec les Pays de la Loire qui avaient déjà fait donc leur GE depuis à peu près 1 an, et pour lequel donc on a travaillé avec eux, ce qui a permis donc de se réunir, de mutualiser également l'ensemble des actions, des frais et c'est pour ça que donc on a un GE qui va être même avec plusieurs régions donc actuellement. Diapositive suivante. En effet, donc le GE, qu'est-ce que c'est? C'est donc réaliser une embauche et la gestion de toutes les ressources humaines pour les personnes qui souhaitent bénéficier d'un service. C'est une offre de service que l'on fait au niveau de l'URPS et en Hauts-de-France, on va dénommer ce groupement d'employeurs comme Santé Service dès 2024 et il va être donc en route dès maintenant et c'est la raison donc de ce webinaire. Diapositive suivante. Donc, c'est toujours à moi, oui, le GE, donc c'est une association de loi 1901. Et vous avez vu que parmi les autres URPS qui ont décidé d'y participer à ces GE, Pays de la Loire, bien sûr, puisqu'ils étaient les initiateurs, il y a la Nouvelle-Aquitaine qui nous ont rejoints, la Bretagne, la Normandie, le Hauts-de-France, bien sûr nous, le Grand Est et la Corse, donc qui ont décidé donc de travailler et de faire donc ce GE dans chaque région, mais de façon mutualisée. Et très probablement, si ça fonctionne bien, on aura sûrement d'autres régions qui vont venir avec nous. Donc cette offre de service. Donc je laisse la parole à Quentin pour la suite. Donc c'est une offre de service donc qui va intéresser tous les professionnels de santé libéraux, qu'ils soient salariés donc d'exercices coordonnés, donc les CPTS, les ESS, les ESS équipes de soins spécialisées, équipes de soins primaires, les maisons de santé. On va pouvoir également embaucher donc des salariés des professionnels de santé libéraux, donc les assistants, les IPA, les secrétaires, les agents d'entretien, etc. Vont être également concernés les salariés des structures dédiées à la permanence des soins, éventuellement le SAS, et voire plus après en fonction des besoins, notamment par exemple les URPS qui pourraient avoir besoin de salariés éventuellement des salariés. Mais d'autres services pourraient exister également. Les seuls qui vont être exclus de ces services-là sont toutes les structures assujetties à la TVA, donc notamment les pharmacies pour le coup. Alors ce n'est pas foncièrement le pharmacien, c'est-à-dire qu'un pharmacien qui crée une structure par exemple à côté pourrait adhérer lui à ce groupe employeur, mais en tout cas, la pharmacie en elle-même qui, elle, est assujettie à la TVA, ne pourrait pas passer par le groupe employeur pour embaucher ses salariés. Donc, c'est un service donc qui permet également d'améliorer l'attractivité donc de l'activité libérale. Ça permet donc de libérer du temps, faciliter les installations. En effet, c'est vrai que l'embauche et tout ce qui est gestion des ressources humaines, ça peut vraiment faire peur à beaucoup de jeunes médecins parce qu'il n'y a pas beaucoup de formation là-dessus.
Et donc là, clairement, on aurait une structure qu'on va vous présenter qui permettrait donc de lever un petit peu tous ces freins éventuels à l'installation. Hop. Donc, un joli petit dessin. Vous avez tout en haut le groupement employeur, en bas à gauche le salarié, en bas à droite les structures, donc le cabinet, le médecin, le cabinet ou les CPTS, tout ce qu'on a présenté tout à l'heure. Donc, globalement, si on s'intéresse au groupement employeur, c'est une association loi 1901 à but non lucratif, c'est elle qui va employer et qui va gérer, donc rémunérer et gérer les contrats de travail. Donc, tout le suivi du salarié, qu'on va décrire tout à l'heure, tous les services donc des ressources humaines, va être géré par le groupement employeur. Le salarié en lui-même, en bas à gauche, donc, lui, pour le coup, est mis à disposition par le groupement employeur à la structure qui souhaite embaucher. Et en bas à droite, donc la structure, c'est le médecin ou la CPTS va adhérer au groupement employeur et donc c'est un membre bénéficiaire et donc c'est elle qui va, on voit bien donc le lien entre la structure et le salarié, donc c'est la structure qui va donner les consignes, définir le règlement intérieur, les vacances, etc. En gros, il faut vraiment voir ça comme la structure, donc nous sommes RH, nous sommes le cadre qui gérons le salarié et au-dessus, on a le groupement employeur qui est la structure RH au quatrième étage qui va s'occuper un petit peu de tout ce qui est paperasserie. Le principe, c'est moi, si je veux embaucher la personne ou l'augmenter, si je veux accepter certaines vacances, j'accepte. C'est moi qui définis ces règles-là. Et derrière, j'en informe le groupement employeur qui s'occupe de toutes les démarches administratives qui permettent de s'occuper de tout ça. Donc, il y a vraiment entre la structure et le groupement employeur, donc il y a une convention de mise à disposition, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est le groupement employeur qui embauche et qui met à disposition le salarié pour la structure adhérente. Et donc, le contrat de travail et les relations contractuelles sont faites entre le salarié et le groupement employeur. Juste avant que Karine prenne la parole, excusez-moi, je me suis juste un tout petit peu trompé. Si vous avez des questions, il faut aller sur questions et non pas sur le chat. Hein. Donc, il faut vraiment sur les questions et là, on pourra y répondre. Il n'y a que nous qui voyons de vos questions pour y répondre directement. Merci. Je prends la main? Alors, au niveau du service du groupement, tout d'abord, au départ de la collaboration, c'est un service à la carte, c'est-à-dire soit vous avez un besoin de recrutement complet, c'est-à-dire vous souhaitez qu'on vous accompagne dans la recherche d'un candidat. Donc là, il y a tout ce qui est lié à la recherche d'un candidat. On identifie avec vous votre vrai besoin. On établit une fiche de poste de ce que vous aimeriez comme salarié. On publie l'offre. On présélectionne des candidats. On fait des entretiens préalables au téléphone. On en sélectionne quelques-uns. Si par exemple on a 15 candidats, c'est nous qui faisons le pré-tri pour vous proposer in fine 2-3 candidats. Et là, on organise avec vous des entretiens parce qu'au final, c'est quand même vous qui choisissez la personne qui correspondra à votre besoin. Donc, c'est ce qu'on appelle le recrutement global. Autrement, vous pouvez nous dire, écoutez, moi, j'ai identifié mon candidat. Par exemple, vous avez une secrétaire que vous voulez faire monter en compétence comme assistant médical. Eh bien là, ce n'est pas un problème. On peut aussi prendre le contrat et du coup, c'est ce qu'on appelle un portage de contrat. C'est-à-dire qu'on ne fait pas toute la prestation de recrutement, on fait que le portage de contrat. Donc, c'est vous qui choisissez en fonction de votre besoin. Alors, qu'est-ce qu'on appelle gestion des ressources humaines? C'est toute la gestion de la vie contractuelle. Donc, au départ, c'est quand même gestion de la période d'essai, la visite médicale, l'inscription à prévoyance mutuelle, tout ce que vous pouvez imaginer comme formalité administrative liée à une embauche, c'est le groupement d'employeurs qui prend le relais, évidemment. Bien sûr, on fait les fiches de salaire. On vous accompagne dans l'évolution du contrat de travail. On est là pour les périodes clés, c'est-à-dire que quand il y a une période d'essai, on vous alerte en amont de la fin de la période d'essai pour faire un entretien avec vous et la personne pour voir où vous en êtes, si vous prolongez la période d'essai ou bien si vous confirmez directement le contrat. On est là pour vous accompagner sur les entretiens annuels et en tout cas, on vous met des alertes pour que vous ne passiez pas à côté de ces échéances qui sont obligatoires, je le rappelle. On a des trames d'entretien d'embauche, on a des trames de fiches de poste, on a tout ce que l'on peut imaginer en RH. Et on est là, comme c'est mis, la gestion et le suivi de toutes les obligations légales pour que, justement, on ne passe pas à côté de toute échéance qui doit être faite et qui, parfois, ce n'est pas toujours simple de les suivre. On est là aussi pour la gestion de fin de contrat.
si c'est une fin de CDD, si c'est un CDI où on veut mettre fin, s'il y a des conflits, on est là pour accompagner évidemment. On est aussi accompagné d'un avocat du travail. Et moi, je travaille donc avec Géraldine Lonen, qui n'est pas là ce soir, mais qui est DRH au niveau du groupement d'employeurs. Et donc, c'est aussi dans nos missions de gérer les conflits sur une mise à disposition de salariés pour lequel il n'y aurait pas satisfaction. On est aussi là pour vous faire du conseil en management. Donc là, on va mettre en place des programmes de webinaires, que ce soit pour nos adhérents actuels ou que ce soit pour nos futurs adhérents, sur ce que c'est être un manager, ce que c'est être un employeur avec les obligations. On est là pour accompagner aussi dans la formation, c'est-à-dire que si un salarié demande une formation, je ne sais pas, sur le pack office par exemple, c'est nous qui recherchons le centre de formation, c'est nous qui montons le dossier de prise en charge, on s'occupe de toute la formation. Voilà, quand on dit conseil en management et service, du lundi matin 8h au vendredi 17h, vous avez possibilité de nous appeler ou de nous envoyer un mail pour toute question RH, quelle qu'elle soit, et on vous répondra bien sûr sans aucun problème. Une des grandes caractéristiques des groupements d'employeurs, et c'est aussi pour ça à l'origine qu'ils ont été créés, c'est la possibilité de mutualiser. Imaginons encore une fois un assistant médical, 2 médecins veulent partager un assistant médical, il n'y a pas de problème, on sait mutualiser. Mutualiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 mises à disposition avec 2 adhérents différents, mais lui, le salarié, n'a qu'un contrat de travail, n'a qu'une fiche, un bulletin de salaire par mois. Mais il y a bien mise à disposition auprès de 2 membres bénéficiaires. Ça, c'est pas un problème, on sait faire. Ce qui aide les salariés, puisque du coup, ils ont un vrai contrat en CDI à temps plein la plupart du temps. Et ça permet aussi à des médecins de pouvoir se diviser, entre guillemets, un salarié sur leur propre structure juridique. Voilà, donc je vous parlais de l'équipe. Donc pour l'instant, on est 5. Donc je me suis présentée, moi, Karine, Géraldine, donc notre DRH. On a pour l'instant 2 assistantes ressources humaines, une assistante administrative. Et pour la région Hauts-de-France, on a une adresse mail dédiée, que ce soit pour les questions de facturation que pour toute question de recrutement. Voilà comment on est organisé pour l'instant. Alors, on va parler des choses sympathiques et rigolotes, les obligations et responsabilités d'employeur. Donc, vos principales obligations et responsabilités en tant qu'employeur, qui seraient demain gérées par le groupement d'employeurs. Donc, les obligations financières, bien sûr, verser le salaire au salarié et lui remettre une fiche de paye, verser les cotisations URSSAF. Au niveau des obligations administratives, donc une immatriculation au répertoire SIREN, accomplir les formalités liées à l'embauche. Les obligations à l'égard des salariés, fournir aux salariés un travail correspondant à l'objet du contrat, en respectant les modalités de lieu, horaires et conditions d'exécution, Bien sûr, tout se fait, tout ce que je dis se fait là au niveau des obligations vis-à-vis du salarié en binôme avec le ou les membres bénéficiaires. Bien sûr, des entretiens annuels, j'en ai parlé précédemment, et entretiens professionnels, tout ce qui est lié à la formation du salarié, respecter le règlement du travail, loi, convention collective, congés, salaire, hygiène et sécurité, les horaires de travail, les obligations de temps de repos aussi, qui sont liées à la convention, en tout cas au droit du travail, mais à la convention que l'on a dans le groupement d'employeurs, mais je pourrais y revenir si vous souhaitez, et respecter le droit d'expression et d'organisation collective des salariés. Obligation de sécurité, obligation de dresser tous les ans un DURP, donc un document unique d'évaluation des risques professionnels, obligation d'organiser une visite d'information et de prévention, visite médicale, obligation d'adhérer à un service de prévention de santé au travail, etc., etc. Vous avez vu, la liste est relativement longue. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, que coûte le service du groupement d'employeurs? Donc, le groupement d'employeurs, comme on l'a dit, c'est une association loi 1901, donc n'a pas un but lucratif. On n'est pas là pour faire de l'argent. On est bien là pour rendre service. C'est l'âme originale du projet en Pays de la Loire et toutes les régions partenaires, bien sûr, Hauts-de-France. C'est bien comme ça qu'on l'entend, c'est rendre service aux professionnels de santé libéraux qui en ont besoin. Donc, comme c'est une association loi 1901, il y a une adhésion annuelle. Alors, elle est de principe, elle est de 50 € par an, et elle permet à chaque membre bénéficiaire de participer aux assemblées générales du groupement d'employeurs. Alors, comme ça paraît rien, mais on décide de beaucoup de choses à une assemblée générale, c'est-à-dire vous êtes acteur de cette association qui a été créée pour vous, et vous pouvez intervenir et avoir un droit de parole et un droit de décision. Ce qui n'est pas neutre, ce
qui n'est pas le cas dans toutes les structures qui proposent des solutions de recrutement et d'embauche. Ensuite, vous avez, comme je vous l'ai dit, 2 options possibles. Soit vous avez demandé au groupement d'employeurs de recruter et de porter le contrat. On ne fait pas que du recrutement pur. Si la question est « je n'ai besoin de vous que pour recruter », pour l'instant, ce n'est pas un service qui est proposé par le groupement. Je ne dis pas que c'est définitif, mais pour le moment, ça n'est pas proposé le recrutement seul. C'est recrutement plus portage de contrat. Donc, sur des profils assistants et secrétaires, on est à 500 €, c'est forfaitaire. Et sur des autres profils, quand je dis autres profils, c'est coordinateur de CPTS, de MSP, de SS, un directeur d'une union, on peut tout imaginer, un directeur de DAC, etc. Donc là, on est sur des profils à 1 000 €. Et quand on met devis en fonction des frais engagés, imaginons, donc nous, pour l'instant, l'équipe permanente, on est basé dans le 44, mais imaginons qu'on se déplace en Hauts-de-France pour un poste, par exemple, de directeur de DAC, parce que ça s'avère normal et nécessaire de se déplacer, on le fait sans aucun problème. Quand on dit c'est les frais engagés, ça peut être le frais de déplacement, de venir jusqu'en Hauts-de-France et de revenir à Nantes. Voilà, on est là. Donc, c'est vraiment du frais au réel. Et la formule 2, donc c'est celle où je vous ai dit, vous n'avez pas pris la formule recrutement puisque vous connaissez déjà le candidat ou la candidate. Donc là, quel que soit le profil, on est sur un forfait de 250 €. Donc, ça inclut toutes les formalités d'embauche, déclaration d'embauche, le contrat de travail, etc. Tout ce qui est lié à une embauche pure. Enfin, au départ d'un contrat pur, parce que si je vous dis embauche, on va se mélanger avec recrutement. Ensuite, on demande, alors on l'explique facilement, une avance en compte courant équivalent à 2 mois de salaire brut chargé. Quand on dit 1 mois pour les individuels, ce sont pour les SCM et ce sont pour les médecins seuls qui le font à leur propre titre. Pourquoi on demande cette avance de trésorerie? Vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Nous, dans le groupement d'employeurs, on verse les salaires aux alentours du 25-26 de chaque mois et on refacture aux membres bénéficiaires qu'à partir du 5 du mois d'après. Donc, vous avez bien vu qu'entre le 25 et le 5, il se passe quelques jours. Et donc, si on n'avait pas cette avance de trésorerie, le groupement d'employeurs devrait avancer lui-même les salaires de tous ses salariés. Sur 5, sur 10, on doit pouvoir l'entendre. Si demain, le groupement d'employeurs a 300, 400, 500 salariés, il ne pourra pas sortir 500 salaires sans avoir des avances de trésorerie des membres bénéficiaires. Voilà la raison pour laquelle on demande cette avance en compte courant qui est restituée à la fin de notre contrat de mise à disposition ensemble. Et après, au niveau de la facture, donc tout ce que je vous ai expliqué jusque-là, c'est au démarrage. C'est au départ, quand on contractualise ensemble, voilà ce qu'il en est. Et ensuite, chaque mois, on vous facture au réel le salaire. Quand on dit au réel, c'est qu'on prend le coût global qui est en bas du bulletin de salaire, montant brut plus charge patronale. Alors, il peut y avoir une prime Macron aussi, il peut y avoir du télétravail, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer. On prend ce coût global, qui est le coût réel du salaire de la personne qui vous est mis à disposition, et on applique un coefficient de 10%. Donc, imaginons qu'on arrive à un coût global de 2 500 €. On va dire 2 000 €. Allez, on va faire une moyenne avec les secrétaires de 2 000 € de coût global. On applique un coût de gestion de 10%. 2 000 fois 10% égale 200 €. Donc, le groupement d'employeurs vous coûterait en frais de gestion mensuels 200 €. Et après, on a mis des minima et des maxima, parce que évidemment, on pourrait parfois arriver sur des montants, sur des salaires de cadres supérieurs qui seraient importants, et on ne se voyait pas vous demander 500, 600, 700, 800 € par mois. Donc, on a mis un minima de 125 € et on a mis un maximum de 250 € par mois. Donc, si on résume, le coût annuel en frais de gestion du groupement d'employeurs, c'est entre 1 500 € et 3 000 € par an. Donc, c'est vraiment pour couvrir les frais de structure du groupement d'employeurs, vous apporter un service de qualité, d'être toujours disponible pour vous pour répondre à tous vos besoins, mettre en place des webinaires, répondre aux salariés que vous avez à disposition sur toutes les questions qui pourraient se poser. Donc, c'est le service auquel on rajoute bien sûr des notes de frais. Si le salarié que vous avez à disposition, je ne sais pas, s'est rendu à des réunions, je pense notamment au coordinateur de CPTS, à des réunions en soirée, il a fait des kilomètres avec son véhicule personnel, il fait une note de frais, on vous refacturera au réel la note de frais. Il n'y a pas de pourcentage de commission de frais de gestion sur une note de frais. Ça, c'est au réel pur. Donc, voilà au niveau du coût du groupement d'employeurs.
Merci beaucoup, Karine, de ces précisions techniques et très importantes. Je pense que vous avez bien compris la philosophie de ce groupement d'employeurs. C'est donc fait par les professionnels de santé, en particulier donc les URPS, pour vous, c'est-à-dire l'ensemble des professionnels de santé. Ce n'est pas réservé qu'aux médecins. On est bien d'accord que d'autres professionnels de santé peuvent faire appel à ce groupement d'employeurs. Le but, c'est un but non lucratif, c'est une association, c'est pour donc vous apporter cette offre de service. C'est sûr que techniquement, toutes les embauches, c'est un peu compliqué, et donc c'est vous libérer également donc tout le temps, tout le nécessaire que vous auriez besoin pour vous faciliter les embauches. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important donc là-dessus. N'hésitez pas, je vous répète, donc à poser vos questions sur le petit logo questions. On y répondra donc directement. Bertrand, tu as peut-être des choses à rajouter concernant un peu donc, Alors, tous ces problèmes tarifaires. alors, ce soir, en quittant mon cabinet, on est 8 associés. Il y en a 2 qui gèrent la partie RH. Ils étaient en train de compléter la DUERP. Ça faisait 2 heures qu'ils étaient à remplir ce document. On se rend compte qu'ils passaient beaucoup de temps pour faire ce document, pour à la fin faire le travail qui leur semblait fait avant par la médecine du travail. Et c'est vrai que répondre quotidiennement aux obligations qui sont maintenant celle des employeurs devient de plus en plus complexe. Les évolutions des conventions des cabinets médicaux qui sont parfois plusieurs fois par an, etc. Ça devient quand même très très complexe pour la gestion au quotidien. Et donc cette aide, elle me paraît évidemment très intéressante. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure. On nous a demandé si le PowerPoint et les documents vous seraient transmis. Effectivement, vous recevrez à la fin le lendemain ou dans les jours qui suivent le webinaire, vous recevrez un lien pour pouvoir revoir ce webinaire en replay, et vous pourrez aussi avoir accès à l'ensemble des diapositives qui vous sont présentées. Voilà. Merci Bertrand. Et donc, on a quelques questions pour lesquelles on a répondu, mais on avait déjà eu quelques questions auparavant qui nous avaient été posées. Et donc, je vais laisser Karine répondre à chaque question. Moi, je vais me permettre de poser les questions, mais je suis obligé de retirer mes lunettes pour pouvoir lire de près. Je suis désolé. Donc, voilà. Je suis un cabinet libéral. Je veux recourir à un coordinateur à temps plein ou à mi-temps. Quel est le coût mensuel du service rendu par ce groupement d'employeurs? Alors, comme on l'a vu, le coût mensuel des frais de structure du groupement d'employeurs n'est pas lié au temps de travail, puisque faut savoir qu'un mi-temps ou un temps plein, c'est le même temps de travail pour un groupement d'employeurs ou pour un service RH quel qu'il soit. Mais comme le forfait est lié au coût global du salaire, on arrive à être proportionné, puisque si on met 10% d'un mi-temps, c'est pas 10% d'un temps plein. Donc voilà. Si on hésite parfois sur un mi-temps, sur un temps plein, si on veut faire comment dire, savoir ce que ça va nous coûter, est-ce que c'est intéressant ou pas, le groupement d'employeurs est là pour apporter ce conseil, hein. Faut le savoir, on est là aussi force de conseil. Alors là, on parle d'un cabinet médical, mais on pourrait parler aussi d'une CPTS sur est-ce qu'il faut mieux embaucher un mi-temps, un temps plein, est-ce qu'il faut mieux embaucher un CDD, en CDI. Le groupement d'employeurs est là pour apporter ce conseil de par son expérience. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On peut nous solliciter pour ce genre de conseils aussi. Merci Karine. Deuxième question, j'ai déjà un salarié, mais est-ce que je peux recourir au groupement d'employeurs pour une nouvelle assistante? Alors, tout à fait. Alors, il faut savoir que il n'y a aucune obligation de passer tous ses salariés dans le groupement d'employeurs. On peut très bien décider de confier tout ou partie de ses salariés au groupement d'employeurs. Merci. Alors, je sais bien c'est une de nos questions essentielles qu'on avait donc travaillé déjà ensemble et qu'il y a une diapo sur ce sujet, mais quelle est vraiment la plus-value de recourir à un groupement d'employeurs par rapport à actuellement mon expert comptable pour lequel je passe pour faire toutes les fiches de paye, tout ça, donc par mon expert comptable. Quelle est la plus-value du groupement d'employeurs? Alors, la toute première, c'est que, sauf erreur de ma part, je ne veux pas me prononcer pour tous les cabinets comptables de France, un cabinet comptable ne fait pas de recrutement.
c'est pas sa vocation première. Il va pas être forcément force de proposition en fonction d'un poste souhaité. Je parle d'un coordinateur de CPTS, je parle d'un assistant médical, des postes qui sont un peu techniques, qui sont vraiment liés au monde libéral. Il n'aura pas forcément une notion de conseil qui sera apportée. J'en connais pas, en tout cas, moi, du cabinet d'expertise comptable qui le font. L'autre grande différence, c'est que le groupement d'employeurs, il a la convention médicale des cabinets médicaux. On pourra reparler de la convention collective s'il y a des questions sur le sujet, mais en tout cas, il a une pleine maîtrise de cette convention. Un cabinet comptable, il doit avoir la maîtrise de plein de conventions. Donc, difficile à lui d'être expert pour chaque convention. Après, le cabinet comptable et le groupement d'employeurs ne fonctionnent pas pareil. Le cabinet comptable, lui, il va vous faire payer un forfait mensuel pour des bulletins de salaire. J'entends souvent, moi, mon expert comptable, il me demande 30 € par mois. C'est souvent ce que j'entends. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, c'est la vérité. Après, le cabinet comptable, pour toute demande de changement, un avenant au contrat de travail, un arrêt maladie, tout ce que vous pouvez imaginer dans la vie du contrat de travail, c'est facturé, entre guillemets, au service. Vous souhaitez un avenant, c'est tant. Vous souhaitez un conseil en RH, c'est tant de l'heure, etc. Donc, on ne fonctionne pas de la même manière. Pour moi, on est complémentaire avec le cabinet comptable, mais on n'est pas comparable. Ok, bah merci. Donc, je vais peut-être, pour les 3 autres nouvelles questions, laisser la parole à Quentin. Et je vais réussir à les lire sans enlever mes lunettes. Quel est le service rendu par le groupement employeur en matière de formation? Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, en formation, donc déjà, lorsqu'on accompagne les membres bénéficiaires et les salariés, il y a souvent des demandes de formation qui peuvent remonter. C'est le logiciel métier, c'est le pack office, c'est moi pour en avoir fait beaucoup en Pays de la Loire. Ah oui, j'ai oublié de me présenter, mais j'ai été 7 ans et demi dans l'URML Pays de la Loire, donc je connais un tout petit peu le milieu des unions et des médecins. Il y avait une formation sur la gestion de conflits. Gestion de conflits patients et gestion de conflits avec ses employeurs. Et donc ça, si des salariés souhaitent ce genre de formation, le groupement d'employeurs se saisit des demandes, recherche des organismes de formation, fait tout le dossier de prise en charge par l'OPCOEP, inscrit les participants, enfin s'occupe de toute la formation. Donc ça veut dire que le membre bénéficiaire, si ce n'est qu'on lui dit qu'à cette date-là, le salarié ne sera pas disponible sur le lieu de travail parce qu'il est en formation, et bien sûr, on ne fait pas de formation sans l'accord du membre bénéficiaire non plus, mais en tout cas, c'est terminé, vous ne vous occupez plus des formations. Merci. Est-ce qu'il est possible de reprendre un salarié du groupe employeur en embauche directe? Oui, alors après, on serait triste de voir partir nos membres bénéficiaires, mais c'est possible. Dans la convention de mise à disposition que l'on signe ensemble, c'est-à-dire entre le groupement d'employeurs et le ou les membres bénéficiaires, le départ du groupement d'employeurs est envisageable avec un préavis de 6 mois. Alors, sauf accord amiable entre les parties, il y a toujours moyen de discuter. J'ai déjà un salarié. Est-ce que le groupement employeur peut reprendre son contrat? Si oui, pour quel coût? Oui, tout à fait. Vous avez déjà un ou plusieurs salariés en poste chez vous et vous ne souhaitez plus gérer la partie RH, donc donner au groupement d'employeurs tout partie, on l'a dit, hein, de vos salariés. Là, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'ils appellent une convention de transfert et on établit un nouveau contrat de travail, alors où on récupère bien sûr toute l'ancienneté du salarié, etc. Il ne repart pas à zéro, ce n'est pas un reset total. Et donc là, on est sur un coût comme un portage de contrat classique à 250 €, quel que soit le profil. Donc, merci Karine. Et on va laisser la parole donc à Bertrand pour cette 3e série de questions. Bertrand. Il n'y a pas de micro. Voilà, ça va aller mieux avec le micro. Première question, comment est-il possible de sortir du GE? Alors, c'est comme récupérer le salarié en emploi direct, donc en respectant un préavis de 6 mois, sauf accord amiable entre les parties, évidemment. Ouais. Je suis salarié. Quels sont les avantages pour moi d'être recruté par un GE? Alors, on le met comme ça, mais avoir un interlocuteur en ressources humaines professionnelles, avoir un seul employeur, parfois c'est bien quand on a
plusieurs managers. Ce qu'on appelle les managers, c'est, imaginons, 3 médecins pour un assistant médical, un coordinateur CPTS avec un bureau qui est manager, un président, trésorier, secrétaire. Là, on se retrouve dans une cellule où, du coup, il n'y a plus qu'un seul employeur. Donc, pour tout ce qui est administratif, c'est parfois plus pratique. Et question suivante, quelle est la convention collective pour les salariés du groupement d'employeurs? Alors, la convention collective, donc ça, je vous apporte une précision. Un groupement d'employeurs se doit d'avoir une convention collective. Donc, la convention collective qui a été choisie par le groupement employeur santé-service est celle des cabinets médicaux, puisque pour nous, elle nous semblait la plus adaptée à tous les types de postes sur lesquels on peut vous accompagner. Je précise tout de suite, parce qu'on a déjà eu des questions sur des visios précédentes, si jamais il y a une structure qui a une autre convention collective qui souhaiterait nous faire porter les contrats de travail de sa structure, ce n'est pas un problème. La règle étant, on a la convention collective des cabinets médicaux. Si vous avez une autre convention collective, elle vient se superposer à la première et on prendra toujours la meilleure option pour le salarié. C'est au groupement d'employeurs de jongler entre deux conventions collectives dans ces cas-là. Ok, merci. Et que se passe-t-il en cas de licenciement ou de rupture conventionnelle? Alors, sur tout ce qui est période de fin de contrat avec parfois une situation plus ou moins conflictuelle, donc le groupement d'employeurs conseil, il accompagne et il gère la procédure. On ne s'occupe de rien. Quant aux indemnités, les indemnités sont payées par le membre bénéficiaire. En fait, ce qu'il faut entendre, c'est que tout ce qui est sur un bulletin de salaire est refacturé au réel. Même des indemnités de fin de contrat, puisque c'est sur le bulletin de salaire. C'est sur le dernier, mais c'est sur le bulletin de salaire quand même. Et donc, c'est refacturé au réel, tout simplement. D'accord, d'accord. On ne facture pas le temps passé à régler la procédure, par exemple. Ça fait partie du package du service du groupement d'employeurs. Merci Karine. Merci Bertrand. Donc il y avait quand même quelques questions donc sur les questions que vous posez directement. Il y en a un certain nombre où on a déjà répondu quand même, donc en comparant avec les autres, à savoir donc le cabinet comptable essentiellement, mais il y a quand même a priori donc par exemple pour un emploi d'un agent d'entretien d'un seul bureau médical, 5 heures par semaine, est-ce que le groupement de l'employeur est adéquat ou pas pour ce genre d'emploi? Alors, on en a discuté avec Géraldine. On ne conseille pas. Si c'est que l'agent d'entretien 5 heures par semaine, c'est pas vraiment notre cœur de métier. Si par contre, et ça on a le cas sur un cabinet où on a 2 assistants médicaux, on a 3 secrétaires et ils nous ont demandé, pour les soulager complètement, de prendre l'agent d'entretien, on a, entre guillemets, rendu le service. Mais c'est pas notre cœur de métier. Après, voilà, on peut discuter, on peut se rapprocher de la personne ou la personne peut se rapprocher de nous, mais c'est des petits contrats, c'est compliqué et ça, finalement, ça peut vous coûter cher au membre bénéficiaire parce qu'on a vu qu'on était au minimum à 125 € de frais de gestion par mois. 5 heures par semaine, ça paraît compliqué. Merci. Je vais couper le micro à chaque fois, je suis désolé. Donc je le rallume. Question qui revient souvent en cas de conflit, s'il y a un licenciement, le risque prud'homal donc est sur le CE ou le cabinet médical? C'est le groupement d'employeurs, l'employeur. Donc c'est le groupement d'employeurs qui est mis en cause. Alors après, évidemment, il y a une recherche sur ce qui s'est passé, sur la faute, il y a un accompagnement, etc. Mais globalement, c'est le groupement d'employeurs qui est employeur, donc responsable. Enfin, une dernière question, puis après on va passer aux diapositives suivantes et on reviendra sur les questions, ce qui permettra aussi de répondre en direct si besoin. Donc, si un salarié a un CDI pour intervenir chez 2 employeurs et qu'un des 2 employeurs veut stopper la prestation, que se passe-t-il pour le salarié si vous ne parvenez pas à lui trouver une mission de remplacement? Je sais Sur pas si le j'ai été deuxième clair. mi-temps, Oui, eh bien, sur le deuxième mi-temps, on le paye. On fera tout pour lui trouver une autre solution. Alors très après, bien. moi, je voudrais aussi savoir comment font 2 médecins qui ont une secrétaire et il y en a un qui part et l'autre médecin se retrouve avec une secrétaire à temps plein. Je pose la même question dans l'autre sens. Très bien.
Merci Karine, et donc on va passer à la suite. Et puis on répondra ensuite donc à la fin du webinaire sur les autres questions pour lesquelles on n'aura pas répondu directement sur le petit chat là. Alors là, justement, on a travaillé tous ensemble sur une comparaison des services, parce que c'est souvent la question qui se pose. Donc, on a comparé un cabinet comptable, une agence d'intérim et le groupement d'employeurs santé-service. Donc, un cabinet comptable, une agence d'intérim, c'est une société à but lucratif. Le groupement d'employeurs santé-service, comme beaucoup de groupements d'ailleurs d'employeurs, sont des associations à but non lucratif. Dans les cabinets comptables, vous rencontrez des experts comptables, des gestionnaires de paye et des juristes. Dans les boîtes d'intérim, dans les agences d'intérim, des chargés de recrutement. Et dans les groupements d'employeurs, des experts RH et des professionnels de santé. Pourquoi on sollicite un cabinet comptable? À la base, c'est pour externaliser la comptabilité et faire la gestion sociale. Une agence d'intérim, c'est externaliser les recrutements imprévus. Et un groupement d'employeurs, on le sollicite pour déléguer les obligations d'employeurs. Alors, comment il fait ça, l'expert comptable? En faisant de la gestion de la comptabilité, des conseils sociaux et juridiques. L'agence d'intérim, c'est de la mise à disposition temporaire avec 24 mois maximum. Le groupement d'employeurs, lui, sa force, c'est la mutualisation et c'est le savoir-faire de mise à disposition sur du long terme. Chez nous, on préconise souvent le CDI à temps plein. Votre rôle dans ces trois structures, dans le cabinet comptable, vous êtes un client. L'agence d'intérim, vous êtes un client. Au niveau du groupement d'employeurs, vous êtes un adhérent et un employeur fonctionnel. Vous êtes membre de l'association. Les services. Alors, les services au niveau du recrutement. Donc, on voit qu'au niveau du cabinet comptable, et je ne vais pas y passer trop de temps, je l'ai déjà dit, le cabinet comptable ne fait pas de recrutement. Donc, on ne peut pas se comparer sur les services proposés par un cabinet comptable au niveau du recrutement. On peut se comparer avec une agence d'intérim. Donc, définir une fiche de poste, l'agence d'intérim ne le fait pas. Rédiger et diffuser une annonce, ce n'est pas systématique. Trier les CV, oui. Faire une présélection téléphonique, oui. Faire des entretiens, parfois, mais ce n'est pas systématique. Et sélection du candidat, parfois c'est l'agence d'intérim qui sélectionne et qui choisit le candidat. Nous, le candidat est toujours choisi avec le membre bénéficiaire. Alors, durant la vie du contrat, donc, ce qu'on appelle donc la déclaration d'embauche, le contrat de travail, le dossier administratif, le cabinet comptable le fait, l'agence d'intérim le fait, le groupement d'employeurs le fait. Le cabinet comptable, lui, facture à l'acte, plus un coût horaire d'intervention. L'agence d'intérim, c'est souvent un package dès le départ. Alors, on ne va même pas comparer les prix avec une agence d'intérim, hein, on est sur des volumes qui sont 2-3 fois le tarif du groupement d'employeurs, donc on ne peut même pas se comparer. La période d'essai, entretien annuel, la formation, cabinet comptable, pareil, c'est toujours facturation à l'acte, plus un cours d'horaire d'intervention. L'agence d'intérim le fait, mais pas toujours. Gestion des arrêts maladie, tout le monde le fait, même système de facturation. Affiliation mutuelle et prévoyance, l'agence d'intérim ne le fait pas toujours. Bulletin de salaire, variable de paye, tout le monde le fait. Et rupture de contrat, procédure et solde de tout compte, tout le monde le fait. Donc là, c'est vrai que on voit bien sur ce diapo la différence. On nous posait la question dans les questions, quelle est la différence avec le cabinet comptable et le groupe employeur? Là, elle est assez nette. Et donc, c'est vrai que l'autre chose aussi, donc la gestion des arrêts maladie, etc., tout ça, c'est vrai qu'on aura tendance à aller s'y intéresser et donc éventuellement à avoir des facturations à l'acte. Il n'empêche qu'il y a aussi beaucoup de choses auxquelles on peut ne pas penser, toutes les obligations légales. Et c'est vrai que là, on voit bien que c'est facturé à la demande, alors que du côté groupement employeur, c'est le groupement employeur qui a la responsabilité de s'assurer des obligations légales. Si on résume quand même pour le groupement de l'employeur, ce qui est clair, c'est que dans le groupement employeur, vous êtes un membre actif directement donc de ce groupe employeur, puisque vous adhérez, vous pouvez aller donc je dirais à l'Assemblée générale, dire ce que vous avez à dire. Vous n'êtes pas un client. Vous êtes donc, je vous rappelle que ce groupement employeur, le but est d'être non lucratif. C'est une offre de service qui est faite par les URPS pour les professionnels de santé.
Et enfin, donc, ce groupement d'employeurs qui est fait, forcément qu'il va être expert des professionnels de santé libéraux. On ne va pas embaucher pour d'autres structures, je dirais, non libérales, non professionnelles de santé, donc ce qui apporte une expertise. Après, c'est à vous de choisir, à vous de voir vos besoins. Parfois, donc, il y en a qui diront que leur expert comptable leur suffit parce que ça suffit. D'autres ont déjà des RH, ont déjà des structures très grosses qui n'auront pas besoin du groupement d'employeurs, c'est une évidence. C'est fait pour vous aider au plus simple et vous décharger de tout cela. Donc, on avait peut-être d'autres questions qui n'avaient pas répondu. Bertrand, si tu peux donc voir avec d'autres questions pour lesquelles Karine pourrait nous répondre. Alors voilà la question d'un des participants. Je suis médecin libéral et j'ai déjà une salariée en contrat de professionnalisation dont le contrat et les fiches de paie sont gérés par mon cabinet comptable depuis le 7 avril 2023. Si j'adhère au GE, on doit tout refaire comme une nouvelle embauche? Point d'interrogation. Non. Non, on reprend. On reprend. Je n'ai pas de difficulté là sur le. On reprend tout parce que nous, on fait contrat de professionnalisation, on fait stage, on fait tout ce que vous voulez, tout type de contrat, tout type de profil. Donc non, on se charge de récupérer. D'accord. Question suivante. Bonsoir. A priori, pour l'emploi d'un agent d'entretien d'un seul bureau, 5 heures par semaine, il me semble que le GE ne soit pas adéquat. Ça, on a déjà répondu. Si un salarié a un CDI pour intervenir chez 2 employeurs et qu'un des 2 employeurs veut stopper la prestation, vous avez répondu aussi. Bonsoir, merci. Pouvez-vous être sollicité pour le recrutement et le portage de contrats CDD d'un assistant médical en cas de remplacement temporaire de mon assistante en arrêt maladie prolongé? Oui. Oui, voilà. En cas de conflit, si licenciement, le risque prud'homal est sur le CE ou sur le cabinet, ça on a répondu tout à l'heure. 250 € mensuels, point d'interrogation, donc vous avez répondu, hein, c'est le taux maximal pour un salaire qui dépasserait chargé 2 500 €. C'est cela? Oui. Voilà. Oui. En cas de portage de contrat, devons-nous rester affiliés à l'OPCOEP pour bénéficier des indemnisations lors des formations de salariés? Eh bien, c'est notre compte OPCOEP à nous qui rentre en ligne de compte pour tout ce qui est formation. Mais je pense que d'office, je ne veux pas dire de bêtises là, il ne faudrait pas que je raconte une grosse bêtise, mais je crois que d'office, chaque médecin cotise à l'OPCO, je crois. Ouais. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois, qu'il ait ou pas de salarié. Hein. Après, on pourra vérifier et puis répondre Oui. à cette question ultérieurement. Oui, mais en tout cas, au niveau de l'OPCO, c'est le compte OPCO du groupement d'employeurs. D'accord. Si j'utilise vos services, puis-je continuer à ne pas avoir d'expert comptable car j'ai toujours fait moi-même ma comptabilité? Ah bah oui. D'accord. Pas de problème. Qu'entend-on par adhérent? Une CPTS égale un adhérent ou un groupement de médecins dans une maison médicale égale un adhérent ou plusieurs adhérents? En fait, c'est un adhérent, c'est la personne qui va contractualiser. Donc, on peut contractualiser avec une personne, un cabinet individuel, une personne seule, un médecin inscrit seul. On peut contractualiser avec une ESCM, une MSP, une CISA, une CPTS, une association d'équipes de soins spécialisées. Et donc, c'est la structure qui adhère qui a une voix. Si c'est la CPTS, c'est une CPTS. Le signataire de la convention qui nous lie, c'est ou le président ou quelqu'un qui a une délégation de pouvoir. Et la dernière question, c'est quid d'un PEE? Alors, ça, on a creusé parce qu'on a eu la question. Donc, imaginons que vous ayez dans vos structures un PEE. Donc, ce que on dit, je vous lis la réponse officielle. Vous devez demander copie de l'accord ou de la DUE qui met en place le dispositif. En fait, on doit vous demander si
l'accord que vous avez dans votre structure inclut le fait que des salariés mis à disposition peuvent avoir les mêmes avantages. Si c'est inclus dedans, alors oui, le salarié mis à disposition pourra en bénéficier. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, si, Oui. c'est clair. Bon, bah, Ça me semble clair, oui. Voilà, moi j'ai fait une dernière question que j'ai pas vue. Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît, ce qu'il se passe en cas d'arrêt maladie, de conflit avec le salarié? C'est 2 questions. En cas d'arrêt maladie, en cas d'arrêt maladie, il y a deux types d'arrêt maladie. Il y a j'ai une grippe, je ne serai pas là pendant 5 jours, auquel cas on ne fait pas du remplacement d'urgence. C'est-à-dire on n'a pas une source de salariés qui peut faire du remplacement au pied levé. Et il y a l'arrêt maladie, je vais être en congé maternité pendant 6 mois ou en congé parental, enfin peu importe, de telle date à telle date. On est prévenu. Là, oui, bien sûr, le groupement d'employeurs met tout en place pour trouver quelqu'un pour remplacer ce congé qui est anticipé et qui va être relativement long. Comme un arrêt maladie, imprévu pour une maladie, malheureusement, un peu de dernier moment, mais qui durerait au niveau des soins plusieurs mois, le groupement d'employeurs sera forcément là pour remplacer ce temps de travail. Et la deuxième partie, c'était conflit. Excusez-moi. La deuxième partie, c'était conflit. Oui. Conflit, c'est le groupement d'employeurs qui arrive en première ligne. Donc, on voit déjà la nature du conflit. On s'entretient et avec le salarié et avec le membre bénéficiaire. En général, on organise aussi un temps d'échange tous ensemble. On creuse l'origine. L'issue étant de trouver un consensus qui convienne à tout le monde. S'il faut aller jusqu'à une rupture conventionnelle, on va jusqu'à une rupture conventionnelle. On essaye d'éviter au maximum un conflit qui mettrait dans une situation très inconfortable tout le monde. Mais comme le ferait tout à chacun en tant qu'employeur vis-à-vis de ses salariés directs. Sur l'arrêt de travail, la question portait surtout sur la paie du salarié. Que se passe-t-il au niveau de la paie du salarié quand il est en arrêt maladie? On s'occupe de tout. Nous, on fait tous les papiers nécessaires. Le salarié est payé. Il n'y a pas de problème. Oui, est-ce que vous avez une convention avec les caisses d'assurance maladie ou est-ce que le salarié touche le salaire, la partie, comment ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, quand l'employeur a la subrogation, ou est-ce que vous avez l'employeur? Il me semble qu'on a la subrogation. Je peux redemander à Géraldine ça. C'est moi ma partie, les salaires. Moi, je les paye seulement. Bon, ok. Donc, ça, on pourra répondre par écrit alors. Oui. On va prendre les coordonnées des confrères, on leur répondra par écrit sur la subrogation. La question suivante, c'est... oui, c'est ça, c'était la question qui paye quoi dans le cadre de l'arrêt maladie. Ça, on pourra avoir votre réponse. Oui. Il y avait une autre question sur le secteur d'intervention. Alors, le secteur, je pense que ça doit être le secteur d'activité. Le territoire, on l'a dit, c'est toute la région Hauts-de-France. Par contre, le secteur d'intervention, je pense que ça doit être le type d'activité. Donc, c'est essentiellement des cabinets médicaux. C'est tout ce qui est lié à la santé, au sens large du terme. C'est toute structure, enfin, nous c'est comme ça qu'on l'entend, c'est toute structure qui a, au niveau de des membres décisionnaires, des professionnels de santé libéraux. D'accord. Il faut qu'il y ait le mot libéral à un moment à traîner quelque part. Et professionnels de santé. Or, en dehors des professions qui sont soumises à la TVA. Oui, alors ça on s'en excuse. Alors je donne juste une petite explication sur le sujet. Ouais. Il n'y a pas de discrimination évidemment sur des structures qui seraient assujetties à TVA, sauf que si le groupement d'employeurs acceptait des personnes assujetties à la TVA, ça assujettirait, je l'ai bien dit, tout le monde à la TVA. C'est-à-dire le groupement et tous ses membres bénéficiaires. Donc, vous pouvez tout à fait imaginer les conséquences qui seraient un peu dramatiques pour tout le monde. Voilà, c'est la seule raison. Et même à son insu, ça déjà. Oui. Et ça, bien sûr, on en avait discuté avec l'URPS pharmacien
ici localement, hein, donc on comprend tout à fait. Donc, mais par contre, un pharmacien qui fait partie d'une CPTS, là, il n'y a aucun souci. Hein, donc, c'est pas le Oui. pharmacien qui va utiliser le groupe employeur, c'est la CPTS en tant que CPTS. Donc, voilà. Donc, je pense. Il y a une nouvelle question. Faut-il l'accord du salarié pour adhérer au groupe employeur? Non. Ça, c'est une décision purement de l'employeur de faire appel, comme il fait appel à un expert comptable, comme il fait appel à une boîte d'intérim. C'est son problème. C'est pas le problème du salarié. Sauf pour une reprise de contrat, pour le coup. Non? Non, non, je ne pense pas qu'il y ait besoin de l'accord du salarié. Rien ne change pour lui, hein, pas grand-chose en tout cas. Non, non. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions particulières, si on pouvait passer donc la dernière diapositive. Donc, vous avez bien compris qu'il s'agit d'une offre de service qui a été faite par les URPS pour vous, professionnels de santé libéraux, pour vous permettre d'embaucher au plus facilement, comme toute offre de service que l'on peut faire au niveau donc, de nos URPS. C'est pour vous aider donc à vous libérer du temps, à vous libérer de charges, je dirais administratives. On est vraiment dans ça actuellement, en train de parler de la simplification administrative. Ça en fait partie. Hein, et on est là pour ça. On s'est lancé dedans donc au niveau de notre URPS, au niveau même de l'inter-URPS, c'est-à-dire avec l'ensemble des autres URPS des Hauts-de-France, parce qu'on y croit. On y croit, mais bien sûr, on a besoin donc que vous puissiez donc faire appel à ce groupement donc d'employeurs pour que grossièrement il tourne tout seul après et que ça puisse donc rester là et que vous soyez aussi actifs dans ce groupement. Et donc vous avez un site internet que vous avez accès avec donc votre numéro RPPS. Je ne vais pas le dire en entier, vous l'avez, vous pourrez donc y aller. Vous verrez donc tout ce que l'on vient de dire. Vous n'hésitez pas également à revenir vers nous pour poser donc différentes questions. Il reste, s'il n'y a pas d'autres questions, remercier. Pardon. J'ai une dernière question. Un confrère qui, en raison d'expertise, aurait une toute petite partie de son activité soumise à la TVA, il serait nécessairement exclu. Je crois que c'est lié à un pourcentage. Donc ça, il faudrait qu'on revoie avec cette personne. Ça peut concerner par exemple certains dermatos, des choses comme ça. Je crois que c'est lié à un pourcentage. Alors Il ne faut pas dépasser un pourcentage de temps. D'accord, ok. On répondra aussi par écrit. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, encore une dernière question. Pour confirmation, comment. Oula, ça arrive. Laissez-moi le temps de les lire parce que si vous posez les questions en même temps, j'ai du mal à faire les phrases. Pour confirmation, comment se passe le reclassement d'un salaire en cas de rupture de contrat? D'un salarié, oui, pardon. Alors, c'est-à-dire? Est-ce que vous reclassez les salariés dont un professionnel de santé ou une CPTS voudrait se séparer? En tout cas, la personne est salariée du groupement d'employeurs. Donc, effectivement, on fera tout pour repositionner le salarié sur d'autres structures. Ça, c'est sûr. Le GE gère-t-il la médecine du travail du salarié? Oui. Voilà, la réponse est claire. Hein, donc, réponse courte. Merci Karine. Donc, voilà. Donc, je pense que nous pouvons donc terminer. Il me restait donc à vous remercier, vous, tous ceux qui ont écouté. N'hésitez pas à faire boule de neige et à donc le dire. Le webinaire, vous pouvez y avoir accès en replay. Donc, n'hésitez pas à donner donc tout cela. De faire appel à ce jeu. Merci donc ici à notre URPS, à toutes les URPS d'avoir travaillé depuis plus d'un an, hein, quand même. C'est un gros boulot pour pouvoir avoir mis en œuvre. Merci donc à Quentin et à Bertrand d'avoir participé donc à cela et merci à Karine et toute l'URPS donc des Pays de Loire donc de nous avoir aidés et d'avoir travaillé avec nous. Et j'espère que ce sera un franc succès donc de tout ce qu'on peut offrir au niveau de l'URPS. Merci.